Le harcèlement entre élèves. Prévenir et intervenir. Violences répétées, verbales, physiques ou psychologiques. Ce podcast proposé par l'association e-Enfance 3018 nous éclaire sur les moyens de lutter contre le harcèlement entre les élèves. À l'occasion de la Journée internationale pour un Internet plus sûr, le cyberharcèlement fait la une de l'actualité. Pour ce podcast, l'association a réuni 2 personnalités exceptionnelles mobilisées par cette cause. Brigitte Macron et Olivier Giroud. Histoire d'une rencontre. On s'est rencontrés en décembre 2021, quand j'ai su que vous étiez engagé contre notamment le cyberharcèlement. Et on a décidé, décembre 2021, avec Madame Brigitte Macron, de nous investir tous les deux main dans la main contre notamment le harcèlement scolaire, mais le cyberharcèlement. Oui, on en avait parlé un petit peu à Clairefontaine quand j'étais allée avec le président à Clairefontaine. Olivier avait déjà repéré que j'étais sur ce sujet-là et que ça l'intéressait beaucoup. Et il est venu me rencontrer en décembre 2021 en disant maintenant, ça prend vraiment de l'ampleur, il faut qu'on tape plus fort. Ouais. Et en tant que papa, je suis très touché par ce problème. Mais Madame Macron aussi, sa vision des choses et sa voix a beaucoup de poids évidemment. Donc c'est très bien qu'elle puisse prendre la parole et encore une fois faire bouger les choses tous ensemble. Si je peux me permettre de rebondir, c'est très important aussi qu'un grand footballeur comme lui y aille, parce qu'ils sont extrêmement écoutés. Ils ont un impact et une importance, je ne suis même pas sûre qu'ils le mesurent. Bien sûr qu'on a un devoir d'exemplarité par rapport à tous les Français, notamment les plus jeunes, pour leur donner l'exemple, tout simplement, bien se comporter, respecter les règles sur le terrain, respect, humilité et travail, qui sont des valeurs que j'essaye d'inculquer à mes propres enfants. Et encore une fois, moi qui suis papa de 4 enfants, ce harcèlement scolaire, cyberharcèlement me touche énormément. Donc si ma voix conjuguée à celle de Madame Macron peut faire bouger les choses, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc ils s'engagent, d'abord c'est courageux de s'engager, et de le faire comme ils le font, c'est très impactant. Comment détecter, comment réagir puis lutter contre le harcèlement entre les élèves? Quels sont les outils nouveaux mis en place pour protéger les enfants? C'est l'objet de cette rencontre qui réunit Céline et Édouard, 2 parents d'élèves, le psychologue Samuel Comblé et la directrice générale de l'association e-Enfance et du 3018, Justine Atlan. Elle ouvre le débat par un premier état des lieux. On parle environ de près d'1 million quand même d'enfants chaque année qui sont victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement, donc ce qui est considérable. Ça fait plus d'1 enfant par classe, dans chaque classe, dans les établissements scolaires. Et ce chiffre, malheureusement, ne décroît pas d'année en année. Les dernières études qu'on a pu faire, les enfants entre 8 et 17 ans, 20% effectivement déclarent avoir été victimes de harcèlement et de cyberharcèlement. Et quand on parle aux jeunes adultes, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui ont plutôt 18-20 ans, 60% témoignent du fait qu'ils ont été victimes à un moment de cyberharcèlement ou de harcèlement. Donc c'est vraiment considérable. Alors pour autant, il y a quand même des choses qui se sont mises en place ces dernières années par les pouvoirs publics, par l'éducation nationale, par des associations, pour trouver des solutions. Et donc aujourd'hui, on est là ensemble, donc avec vous, Céline, qui êtes maman, Édouard, qui êtes papa, Brigitte Macron, qui est la présidente de la Fondation des hôpitaux et qui est aussi l'épouse du président de la République, et puis Olivier Giroud, qui est un footballeur, qui est engagé sur ce sujet-là. Alors, est-ce que vous voulez peut-être commencer à parler de votre engagement, Olivier, sur le harcèlement? Alors, tout à fait, oui. De vos engagements, d'ailleurs. Donc, on s'est rencontrés en décembre 2021 avec Madame Macron concernant ce fléau, si je puis dire, qui est le harcèlement scolaire. J'ai déjà participé à une campagne avec certains autres joueurs N'Golo Kanté, un autre joueur de l'équipe de France, et 2 féminines, Eugénie Le Sommer et Amel Majri. Et cette campagne était nommée « Quand on n'est pas la cible, on est la solution ». J'ai senti qu'il était temps de faire avancer les choses. Et j'avais une première question qui était la suivante. Quand on est dans la cour de récréation, par exemple, entre amis et qu'on se chambre, c'est une chose, mais à partir de quand est-ce qu'on peut parler de harcèlement?
Moi, je pense que le harcèlement, c'est une situation qui va apporter de la souffrance à l'enfant. Donc, évidemment, on peut se chambrer entre jeunes et ça doit rester quelque chose peut-être d'un peu ludique. Mais à partir du moment où l'enfant considère qu'il y a une gêne, qu'il y a quelque chose qui lui porte préjudice, et c'est le principe du harcèlement, c'est qu'il y a une relation de dominant-dominé. Donc, quand on se sent écrasé par l'autre, à ce moment-là, il faut réagir et apprendre à l'enfant à dire « stop, ce que tu me fais, tu n'as pas le droit de me le faire et j'ai le droit d'être protégé ». Je trouve que le critère, c'est vraiment la souffrance de la personne qui dit que c'est pas drôle. Ça fait rire les autres, mais pas elle. Et c'est aussi apprendre aux enfants, et ça fait partie de tout ce qu'on peut mettre en place pour le harcèlement, c'est d'apprendre aux enfants à écouter leurs émotions, qu'elles sont toujours légitimes, et que se dire si ça ne me fait pas rire moi, c'est ça que je dois faire partager aux autres. Et au nom de ça, simplement, ils doivent arrêter. Et puis harcèlement, c'est répétition. Ça, c'est très important. Hein. C'est la récurrence. Voilà, c'est la récurrence. C'est une violence qui est répétée. Et en ça, c'est une souffrance. Ouais. Et en tant que père de famille, moi ils sont encore jeunes, la plus grande a 9 ans, mais j'aimerais que vous m'aidiez par exemple à poser les bonnes questions quand il s'agit de harcèlement, savoir quel genre de questions je peux leur poser pour savoir... pas des questions où ils puissent détourner et répondre, me donner des réponses toutes faites, vraiment où je puisse poser les questions pertinentes qui puissent me mettre la puce à l'oreille. D'abord, pour s'aider et être sûr que les enfants répondent aux questions qu'on va leur poser, je pense que déjà il faut montrer qu'on est un parent disponible pour ce sujet et déjà agir en prévention et dire que le harcèlement doit être un sujet comme les autres. On parle de l'école, on parle de ce qui se passe au sport, on doit aussi pouvoir parler de ce qui se passe quand ça va moins bien, donc quand on est harcelé, et aussi dans la sphère numérique puisqu'il peut y avoir du cyberharcèlement. Après, je pense qu'il faut aussi aborder le sujet, je dirais, de manière très, très large, sans forcément dire tous les jours est-ce que tu es harcelé, parce que l'enfant va se bloquer, mais au contraire de dire est-ce que le harcèlement c'est un sujet qui te parle, est-ce que tu connais des situations où un de tes copains par exemple est harcelé et qu'est-ce que tu en sais, et vraiment de considérer que l'enfant il a forcément entendu à un moment ou à un autre parler de ce sujet, mais il faut qu'il soit persuadé que l'adulte qui est en face de lui est un adulte avec lequel il va pouvoir converser, c'est un adulte de confiance qui peut l'aider si éventuellement il est victime de harcèlement. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on entend de la part des victimes, c'est je me tourne vers des adultes, mais souvent ils ne savent pas comment m'aider, ils ne connaissent pas le sujet, ils ne savent pas ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir lutter contre ce fléau, et d'où l'importance de pouvoir se former et se renseigner sur le sujet pour aider les enfants. J'ajouterais qu'il faut aussi parler de l'école en ayant en tête que c'est un lieu de socialisation, que ce n'est pas juste un endroit où l'enfant n'est qu'un élève qui apprend. C'est un lieu où l'enfant apprend la relation avec les autres, le lien social, et donc on n'est pas obligé de parler tout de suite du harcèlement, on peut juste parler de comment se passe sa vie à l'école, sachant que c'est pas que travailler, c'est aussi tous ces moments entre les cours, à la cantine, en récré, où il y a du lien social. Il faut pas ne pas parler de ça souvent. C'est vrai qu'on a tendance à parler de l'école que quelle note t'as eu, qu'est-ce que t'as fait tes devoirs, et on oublie que pour l'enfant, et c'est pour ça qu'il y retourne avec plaisir d'ailleurs, parce que sinon ce serait moins drôle, c'est qu'il retrouve ses copains, mais aussi des gens moins copains, et voilà. Et ça, il faut en parler d'emblée et lui montrer que c'est aussi important pour nous son bien-être à l'école que ses résultats scolaires. Et effectivement, lui poser aussi des règles, dire voilà, c'est pas normal que tu te fasses embêter, et il faut appeler des adultes si ça arrive, voilà. Mais en parler de façon positive sans tout de suite parler du harcèlement. Non, il y a un bémol, Justine, c'est que l'enfant ne dit pas ce qui se passe à l'école. Il y a le monde de l'école, et c'est pas du tout le monde, et plus on l'interroge, moins il répond. Tout à fait, absolument. Et quand il est conflicté, il ne le dit pas, quels que soient les rapports qu'il entretient avec ses parents. Et s'il est harcelé, ça génère chez lui ou chez elle une forme de honte, donc il en parle encore moins. Et c'est très difficile, donc il faut essayer d'être alerté par des signaux faibles. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a vraiment deux mondes... Et je l'ai côtoyé comme maman, comme grand-mère, comme prof, je l'ai côtoyé partout. Ils ne racontent pas ce qui se passe. Il y a de la honte, il y a de la culpabilité souvent, parce que souvent les enfants harcelés se sentent responsables de ce qui leur arrive. Et c'est tout le principe d'ailleurs du harceleur, c'est de lui dire ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Et ça, il faut vraiment sortir de cette idée. Et une chose aussi assez fréquente chez les enfants, c'est qu'ils ont envie de protéger leurs parents. Ils n'ont pas envie de les embêter avec leurs problèmes. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir dire non, ce sujet-là, il me concerne aussi. Et en tant que parent, je suis là pour t'aider. Et c'est les parents qui protègent les enfants et pas l'inverse. Et sur les signaux faibles, parce que c'est vrai que ça c'est important, c'est des questions que tous les parents nous posent à chaque fois, comment j'aurais pu savoir ou comment je sais. Alors Céline, justement, vous, votre fille, Mathilde, a été harcelée. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler justement et nous expliquer en tant que parent, est-ce que vous avez vu des signes, pas des signes, voilà. Oui, elle a subi du harcèlement à l'école pendant toute une année scolaire et cette année-là, ça a été l'enfer. Les signes, je rejoins complètement ce qui a été dit jusqu'à maintenant. L'enfant protège ses parents.
parle peu de ce qui se passe, surtout qu'effectivement un enfant harcelé a honte et a peur. Et quand on a honte et qu'on a peur de quelque chose, on n'est vraiment pas dans les bonnes conditions pour en parler. Et puis les signes, moi j'ai mis du temps à m'en rendre compte. C'était trop tard, la dynamique était lancée. Le fameux triangle harcelé, harceleur et témoin était installé. Ça a été très vite, ça s'est fait dans le premier mois qui a suivi la rentrée scolaire. On venait d'arriver dans une nouvelle région, une nouvelle école. Elle n'avait aucun ancrage, aucun levier, aucun soutien. C'était vraiment une nouvelle élève. Après, moi, personnellement, j'ai déménagé souvent quand j'étais petite. Ça ne m'a jamais posé de souci d'intégration nulle part où je suis allée. Il n'y a pas eu de souci avec ça. Là, il s'est installé une dynamique, en fait, contre elle, contre la nouvelle. À la base, certainement parce qu'il y avait une différence. C'est une enfant qui est précoce. Elle était en CM2, elle avait 9 ans. Voilà. Et ça s'est installé autour de ça et ça s'est propagé dans la classe et même dans d'autres classes. Et donc au bout d'un moment, c'est une meute qu'on a en face de soi. On n'est plus sur une cour d'école avec la peur d'en parler parce qu'effectivement, au début, elle en a pas parlé au départ. Après, il y a des fameux signes qu'on a observés. L'enfant change de comportement, elle se referme. Nous, c'est une bonne élève et en fait, elle avait développé le fait de ne pas vouloir faire ses devoirs le soir. Ouvrir le cartable, en fait, c'était quelque chose qui était devenu insupportable. Et c'est une psychologue qui me l'expliquait parce qu'ensuite, elle a été aidée à être reconstruite. On a passé beaucoup de temps suite à sa reconstruction. Et la psychologue m'a expliqué que rouvrir le cartable pour elle, c'était dans ce cocon de la maison, à un moment donné où on est en sécurité absolue, enfin. Rouvrir ça, c'est faire revenir dans la maison toute la journée d'école. Et c'était insupportable pour elle. Et malgré cette année de harcèlement, elle a fait un CM2 brillant. Elle n'a jamais lâché sur le plan scolaire. Elle a tenu le coup. Mais la seule solution, ça a été le changement d'établissement à la fin de l'année scolaire. Et les harceleurs étaient identifiés ? Ils ont été identifiés assez vite. En fait, dès lors qu'on a remarqué quelques signes, cette année-là, je crois qu'elle a dû avoir 6 fois l'appendicite. Elle avait toujours mal au ventre. Oui. Et c'était sûr, c'était l'appendicite. Elle ne voulait pas aller à l'école. Elle était isolée. Puis en fait, en CM2, on est encore dans les années où il y a les fêtes d'anniversaire, il y a beaucoup d'événements encore comme ça qu'on ne trouve plus au collège. Mais normalement, un enfant est au moins invité une fois, 2, 3 fois dans l'année à un anniversaire. Et là, quand on voit comme ça qu'il y a parce qu'il y avait une mise à l'écart en fait de la part des harceleurs et donc un isolement. Tout de suite un isolement et ensuite le problème c'est que ça prend de l'ampleur et que les élèves qui auraient pu peut-être faire un geste parce que c'est ce qui est dit dans le clip, à un moment donné il faut savoir tendre la main, s'ouvrir aux autres et s'intéresser à l'autre, voir qu'il est en difficulté et là ça n'a pas été le cas. Je pense que si les élèves aujourd'hui savent que juste dire laissez-la, elle vous a rien fait, ça s'arrêterait certainement quoi. Et vous avez alerté les professeurs et le Alors oui, on a alerté l'enseignante qui était aussi la directrice de l'établissement, donc c'était un peu plus facile, je trouvais, comme point d'accroche puisque c'était la même personne. Mais elle a été complètement démunie en fait. Alors c'était il y a 7 ans. Elle le reconnaît aujourd'hui et la démarche aujourd'hui, pour moi personnellement, c'est de me dire... Ça nous est arrivé, on n'en parlait pas spécialement à la maison avant du harcèlement, ça nous est tombé dessus parce que le harcèlement arrive dans une famille. C'est tout le monde qui vit avec, c'est vraiment un membre de la famille supplémentaire. On doit faire avec. Et en fait, on aborde tous les sujets, mais ça franchement, on ne l'a pas vu arriver. Donc on a vu des premiers signes, on a prévenu l'enseignante, on a échangé avec elle, elle a été... complètement, elle n'a pas su quoi faire en fait. Et elle en est désolée encore aujourd'hui et je pense que ça reste une année traumatisante pour elle. Elle ne veut plus faire les CM2. Elle a demandé une formation après pour savoir gérer. Mais la démarche pour moi aujourd'hui, c'est de dire surtout que ça n'arrive pas à d'autres. Si on peut éviter que ça arrive à d'autres. Ma fille aujourd'hui est engagée dans des actions. Alors au départ, elle les faisait de façon anonyme. Aujourd'hui, elle les fait à visage complètement découvert. Elle assume complètement, elle en parle et elle agit pour que ça n'arrive pas à d'autres. Et je suis persuadée que l'enseignante en question, elle doit se dire au fond d'elle-même, mais pourvu que ça n'arrive jamais à un autre enseignant. Et la suite de la scolarité, ça a été après ? Alors après, donc on a... Le collège et le lycée ? Oui, ça a été. Il a fallu changer d'établissement un peu en catastrophe parce que il y avait des coups. Pardon, je déborde, mais en fait, il y avait des coups, des insultes, des brimades, des humiliations. À un moment donné, il y a aussi de l'intimidation. T'es qu'une balance, tu l'as dit, t'es qu'une balance. Donc derrière, il y a des représailles. Donc au bout d'un moment, elle disait plus rien.
Au début, elle nous a rassurés, au tout début, elle nous a dit tout se passe bien à la nouvelle école, je me fais des copains, c'est bon à la cantine, tout va bien. Et puis ensuite, on voyait bien que ça n'allait pas. Mais elle nous en a parlé, on a vu l'enseignante, on a essayé de trouver des solutions. L'enseignante a convoqué les élèves, ils ont dit qu'ils ne faisaient rien, que c'est elle qui inventait. Personne n'a soutenu son discours, donc c'était un peu une impasse. Et toute l'année scolaire s'est faite comme ça. Je ne sais pas comment elle a trouvé le courage de faire ses journées d'école dans ces conditions-là, parce que oui, l'école, c'est un lieu de sociabilisation, la vie, c'est pas ça, l'école, c'est pas ça normalement. Et un jour, il y a eu un élève de sa classe qui l'a dit à sa maman. Un soir, il lui a dit « Je suis embêté, la nouvelle, il y a des gens qui l'embêtent, ils lui donnent des coups, ils la frappent, ils l'insultent. Moi, je ne sais pas quoi faire, elle a l'air gentille, je l'aime bien, mais je ne sais pas quoi faire. » Cette maman, j'aurais pu être cette maman, je ne la critique pas, mais elle n'a rien fait de cette information. Moi, je l'ai su des mois après. Elle a entendu son fils, elle n'en a rien fait, c'est dommage. Mais en même temps, j'aurais pu être cette maman aussi. Moi, si j'avais entendu ça, qu'est-ce que j'en aurais fait à l'époque ? On peut appeler la déléguée de parents d'élèves. Oui, ou prévenir l'association des parents d'élèves, ou prévenir l'enseignant, je suis entièrement d'accord. Ensuite, il y a eu une sortie piscine à laquelle une maman participait. Et dans les vestiaires, là, pour le coup, il y a eu vraiment de l'humiliation, une vraie humiliation pour ma fille. Et cette maman, c'est un peu... C'est normal. Cette maman a été choquée de ce qu'elle a vu dans les vestiaires et elle en a parlé à l'enseignante en sortant de la piscine, tout de suite, à chaud. Et l'enseignante a convoqué les élèves de retour de la piscine, à chaud. Et ma fille m'a dit « J'aurais voulu disparaître sous terre ». Mais quand on est parent, on prend ça au sens propre. Parce qu'elle m'avait dit aussi « Je préférerais me tuer plutôt que faire ce qu'ils me disent de faire ». Elle avait 9 ans. À 9 ans, on n'est pas là-dessus. Jamais on doit être dessus de toute façon. Et donc, c'est cette sortie piscine qui a déclenché la décision absolument de trouver un autre établissement. Ensuite, elle a fini son CM2 là où elle était, absolument pas le collège là où allaient les autres. Elle est arrivée dans un nouveau collège, page blanche, dans un établissement bienveillant qui est très précurseur sur tous ces sujets-là. En plus, ils font beaucoup de prévention et de formation. Et ils l'ont rassurée. Et elle a mis du temps, vraiment du temps, en fait, à comprendre que personne n'allait se moquer d'elle si elle levait la main, qu'elle avait le droit d'avoir des amis, qu'elle pouvait refaire confiance aux autres et à elle. Et voilà, aujourd'hui, c'est aussi le message que je suis venue dire, c'est qu'on se reconstruit après ça. Elle est heureuse aujourd'hui. Elle a un lien social qui est excellent, elle a un rapport aux autres qui est réparé. Après, ça laisse des traces. N'oublie pas. Ça laissera toujours des traces, c'est inscrit en elle. Mais elle a grandi forte de ça. Voilà. Avec beaucoup de travail de sa part, avec des séances avec une psychologue, avec un travail sur les émotions, avec une reprise en main de ce qu'elle était, de sa confiance en elle-même, et puis de se reconfronter. Elle participe à des tas d'actions bénévoles, elle est engagée par ailleurs, elle a fait le SNU récemment, au mois de juillet. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui a peur des autres. C'est formidable. Mais ça l'a abîmée. C'est bien qu'en ayant changé d'établissement à nouveau, elle ait pu tourner la page et reprendre un nouveau départ. Parce que nous aussi, le fait de changer de club, par exemple, pour les footballeurs, il y a forcément toujours un risque un peu plus élevé quand on est amené à arriver dans une nouvelle ville, un nouvel établissement, d'être entre guillemets, d'avoir des enfants susceptibles d'être harcelés parce qu'ils sont les petits nouveaux. Et aussi parce qu'ils sont les enfants de quelqu'un connu, quoi. Je suis d'accord, mais les harceleurs, eux, ils ont continué leur vie. Voilà, Ils sont tranquilles. Le vrai problème, c'est quelle mesure doit-on prendre quand les harceleurs sont vraiment identifiés ? J'ai échangé avec la jeune fille qui était à l'origine de tout ça. C'était une petite fille qui était à l'école depuis sa maternelle, donc elle avait bien son réseau, elle, pour le coup. Et elle était assez populaire. J'ai échangé en fin d'année scolaire de CM2 avec elle. Et en fait, l'empathie, c'est un sujet sur lequel on peut vraiment aller avec les enfants. Ils ne savent pas que ça s'appelle comme ça. Mais ils le font spontanément. Je veux dire, ils sont capables de se mettre à la place de l'autre et de comprendre. Et quand je lui ai expliqué ce qui se passait à la maison le soir, quand elle rentrait, ce qu'on vivait nous aussi dans la famille, et que tous les soirs, j'avais l'impression de recoudre un bout de tissu qui se faisait redéchirer le lendemain matin à l'école. Avec cette image-là, elle a compris, elle a pleuré, elle a présenté ses excuses. C'était la fin de l'année scolaire. Mais c'est un sujet sur lequel ils sont en capacité. Et les parents de cette petite fille qui est harcelée,
Ils l'ont appris en fin d'année scolaire aussi et la maman était désolée. Elle ne savait absolument pas ce qui se passait. Non. En fait, ça a été un peu mis sous silence. C'est dommage. À ce moment-là, ça s'est fait comme ça. Je pense que les personnes en charge étaient vraiment démunies et n'ont peut-être pas activé les leviers qui auraient pu être activés. Elle a passé des récréations complètes dans la salle de classe pour être protégée de la cour de récréation. J'ai compris la démarche de protection, mais c'est dur. Quand on est marginalisé, un peu puni, quoi. On ne va pas en récré, on reste dans la salle de cours et on mange avec les CP. Pour pas être... Justement, j'avais une question à ce sujet, parce que l'école a un rôle de prévention, et évidemment les parents au quotidien aussi. Quand on peut avoir des doutes sur un rôle de harceleur d'un de ses enfants, est-ce qu'il vaut mieux en parler directement à son enfant, de manière frontale, ou est-ce qu'il vaut mieux passer par les professeurs, l'enseignant ? Il faut passer par les profs, parce qu'il ne faut surtout pas aller voir le harceleur ou les parents du harceleur directement, parce que ça peut mal... Surtout pas. Ça peut mal tourner. Parce qu'on est trop, quand ce sont nos enfants et qu'on sait qu'ils souffrent à cause d'un... c'est difficile de garder son calme. De garder l'émotion. Mais prévenir effectivement les encadrants. Prévenir et s'assurer qu'ils fassent quelque chose. D'accord. Et ce qu'on voit là dans le témoignage, c'est qu'effectivement, ce que vous disiez, Brigitte aussi, c'est que finalement l'enfant victime ne parle pas, le harceleur il va rarement dire ce qu'il est en train de faire. Donc en fait, c'est à tous les autres, soit les autres enfants témoins, qui peuvent avoir eux une parole qui peut être entendue par d'autres adultes, mais on en revient quand même à la responsabilité des adultes, quels qu'ils soient, de l'établissement scolaire, puis éventuellement des parents, de prendre en charge. On ne peut pas demander à des enfants de régler ensemble ce type de phénomène quand c'est devenu à ce point-là, effectivement, il faut l'action, l'intervention et le soutien sur la durée, effectivement, des adultes. Et Marine, c'était il y a combien de temps ? Ça s'est passé il y a 7 ans. D'accord. Donc là, maintenant, elle a 16 ans. En fait, elle a 18 ans le mois prochain. Elle ne se prive pas de me le rappeler. Elle a 17 ans. Elle est en première année de fac. Ouais. Alors, avec les années, ça se lisse un peu, l'aspect saut de classe, précocité. C'est ce que je lui disais, ça, en grandissant, c'est quelque chose qui ne se verra plus. Et si elle n'avait pas sauté de classe, ça aurait été plus facile ? Ou pas, ou ça tenait à sa précocité, ou parce qu'elle est arrivée et qu'elle était toute seule et qu'elle n'avait pas de réseau? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Après, la précocité fait que peut-être elle avait un rapport aux autres peut-être différent, ou une perception des choses différentes, et certainement une sensibilité différente qui a fait que tout s'est exacerbé, mais malheureusement pour elle, elle était de 2005 et ça c'était pas possible. C'était la tare absolue dans sa classe. Mais il y a le hashtag 2010. Le hashtag 2010. Nos enfants qui étaient en 6e, ils sont arrivés en cours, ils se sont demandé ce qui se passait. C'était les 5e, les 4e qui les harcelaient parce qu'ils avaient eu le tort de naître en 2010. Et Jean-Michel Blanquer à ce moment-là a dû réagir tout de suite parce qu'il y avait un hashtag contre. Je suivais justement à ce moment-là ce mouvement là qui montait, mais sans le comprendre parce que j'en parlais avec mes 2 filles, puisque la plus jeune a 14 ans. Et alors maintenant, le harcèlement, on en parle. Il y avait la BD Seule à la récré que j'avais achetée et que j'avais laissée sur la table du salon. Voilà. La lira qui voudra, et en fait tout le monde l'a lu, et ma plus jeune a pleuré en fait en la reposant, et elle m'a dit mais je savais pas qu'elle avait vécu tout ça, Mathilde. Donc, vous voyez, il y a même des choses qu'on ignore alors que c'est chez nous, quoi. Bien sûr. Après, elle a fait des dessins, elle me laissait des petits mots sur ma table de chevet. Il y avait une façon de donner des signes, de transmettre. C'est les fameux signes. Ouais. Oui, voilà. En fait, il y en a toujours. Mais essentiellement, c'était des troubles du sommeil, troubles alimentaires, et puis on voit l'enfant s'éteindre, en fait. Parce qu'il n'a plus de vie sociale, donc c'est terrible. Justement, quand c'est trop tard ou que la situation de harcèlement a déjà démarré, on peut identifier en tant que parent ces signaux faibles si on est équipé. Moi, j'ai 4 enfants. L'aîné va rentrer en 6e, donc j'appréhende cette année-là, cette transition, non seulement à cause des écrans, mais aussi de la dureté possible. Entre l'école et la maison, il peut y avoir des différences même de personnalité. L'enfant peut être timide à un endroit et complètement, ouvert aux autres dans un autre contexte. Comment on peut, ou quelles questions on peut utiliser pour savoir ce qui se passe à l'école et s'assurer que finalement il y a une cohérence et que l'enfant se sent équilibré finalement entre les différents environnements?
ça, c'est une préoccupation de parents, parce qu'effectivement, on a toujours besoin de se dire, est-ce qu'à tout moment, mon enfant est protégé et va bien? Je pense qu'il faut d'abord avoir en tête que faire le résumé de toute une journée pour un enfant, c'est compliqué, même pour nous en tant que parents. C'est pas toujours évident de se dire, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement important? Je pense que plutôt que de demander à un enfant de raconter tout ce qu'il a fait dans sa journée, qui encore une fois n'est pas évident pour nous adultes, c'est déjà de dire, qu'est-ce qui a été important pour toi dans cette journée? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a été gênant peut-être? Qu'est-ce qui t'a provoqué une douleur? Et déjà, si c'est un petit événement, ce sera un événement qui est important pour lui, et c'est à partir de là où on va pouvoir dérouler et peut-être évoquer une situation de harcèlement ou une autre, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir être éclairé. Il y a aussi une chose que les parents oublient, c'est que c'est vraiment un exercice qu'il faut apprendre de raconter toute une journée, et peut-être aussi de raconter en tant que parent sa journée à son enfant. Ça peut lui permettre aussi de comprendre ce qui est important, faire un effort de synthèse, de résumer les choses importantes. Tout ça, ça s'apprend, et c'est aussi dans les deux sens. Donc raconte-moi ce que tu as fait à l'école, et moi je te raconterai peut-être aussi ce que moi j'ai fait, et c'est comme ça qu'on avance. J'avais une question par rapport à ma situation qui est claire. Je suis une personne médiatisée. Et en fait, je voulais savoir comment je pouvais aider notamment ma fille de 9 ans dans ses relations à l'école. C'est une fille très sensible dans l'émotion et qui a du mal un petit peu avec ma notoriété, entre guillemets. Je suis à Milan, il y a une rivalité entre l'Inter Milan et Milan AC, donc il y aura toujours un peu des pour et des contre, mais c'est pas des messages très violents ou très méchants, mais parfois on veut devenir copine avec elle parce que c'est la fille d'Olivier Giroud. J'aimerais lui donner des outils, des clés pour qu'elle puisse, elle, faire face à ses intéressés, entre guillemets, ou alors des fois peut-être à certaines personnes qui sont, entre guillemets, méchants avec elle, quoi. Donc moi, on ne parle pas encore de harcèlement, évidemment, on n'en est pas au même niveau, mais il faut faire attention et j'aimerais la blinder par rapport à l'avenir, parce que ça peut aller qu'en empirant. C'est vrai que c'est une situation pas évidente pour un enfant si jeune, donc je pense que l'idée c'est de pouvoir trouver sa propre identité, pouvoir s'individualiser de vous et de ce que vous représentez pour ses petites copines. Je pense que de pouvoir lui apprendre à raconter ce qu'elle est en tant qu'individu détaché de vous, ça va lui permettre déjà de s'exercer déjà au sein du cercle familial, et puis petit à petit elle va rajouter des choses, montrer ce qu'elle est tout simplement en tant qu'être humain, sans faire, référence à votre notoriété, à votre carrière. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir aussi montrer que chaque individu a son propre parcours, et qu'elle va pouvoir aussi inventer son chemin et pouvoir peut-être aussi la prévenir que malheureusement, ça peut arriver. C'est vrai qu'on n'en est pas encore au stade de harcèlement et on espère que ça ne lui arrive pas, mais l'alerter sur parfois des comportements qui nous dépassent et qu'on n'arrive pas à contrôler sans l'effrayer, parce que l'idée, c'est pas aussi de lui apprendre que les relations sociales entre enfants sont forcément faites d'agressivité et de souffrance, mais en tout cas d'essayer de lui montrer le juste milieu. Alors c'est vrai que pour vous c'est particulier en plus parce qu'il y a cette notoriété, mais je pense que c'est un travail que tous les parents doivent réussir à faire au fur et à mesure de l'éducation, c'est d'apprendre à l'enfant à pouvoir travailler son estime de soi, pouvoir s'affirmer en tant qu'individu, et puis être fier de ce qu'il est et de manière vraiment totalement autonome. Parce que c'est vrai que souvent une question de parents qu'on a régulièrement aussi, c'est est-ce qu'il y a des enfants qui vont être plus harcelés que d'autres, et comment savoir du coup un peu à l'avance s'il y a un profil, et donc si mon enfant rentre dans ce profil-là ou pas. Et c'est vrai que ce qui protège souvent du harcèlement, c'est cette estime de soi, qui est quelque chose de très profond, mais qui va faire reculer les envies éventuelles d'harceler. Et il y a d'autres enfants, on ne sait pas pourquoi, mais parce qu'en fait les harceleurs sentent cette vulnérabilité, vont aller pouvoir effectivement les attaquer, en sachant que c'est des enfants qui ne savent pas se défendre, qui souvent ne savent pas dire non, qui ne savent pas utiliser la colère, qui est une émotion très importante, qu'il ne faut surtout pas empêcher ces enfants de manifester. Ouais. On est dans une éducation un peu où on dit aux enfants ne te mets pas en colère, c'est pas beau. C'est pas vrai, parce que la colère, ça permet de se défendre et de montrer à l'autre, comme un animal, il ne faut pas m'attaquer, parce que sinon je mords. Et quand on ne sait pas faire ça, même avec une posture, tout simplement, à l'inverse, avec la posture inverse, on montre qu'on peut y aller, qu'il ne va pas se passer grand-chose. Donc ça, c'est des choses qui protègent. J'ai envie de lui dire, réponds-lui. Il faut qu'elle se blinde par rapport à ça, qu'elle s'affirme. Et qu'il faut partager. J'ai visité un hôpital où ils font du Krav Maga.
C'est-à-dire les ados et les jeunes qui sont là-bas, qui ont été harcelés, qui sont en service de pédopsie, il y a un prof de Krav Maga qui vient. Et c'est fou ce que ça leur donne, parce que non seulement ils expriment leur colère, mais ça prend une posture. C'est ce qu'on dégage. Je n'y avais pas pensé, mais je l'ai vu, je l'ai vécu et j'ai trouvé que c'était très convaincant. Ouais. Exactement le travail qui avait été fait avec la psychologue sur la gestion des émotions et le fait qu'elle apprenne à dire non, on n'a pas le droit de me parler comme ça, non, on n'a pas le droit de me faire ça. Parce que les adultes à l'époque, on aurait dû, nous les adultes, faire ce travail-là, mais c'est aussi à chaque personne, quand on grandit, d'apprendre à mettre la barrière et à affirmer ça. En réalité, souvent, ils ont des qualités extraordinaires que les autres leur envient en fait. Et très souvent, ce qui génère le harcèlement, c'est que les autres, exactement, c'est la jalousie et l'envie. Et quand on demande aux enfants, ils le savent très bien. Et donc, en fait, contrairement à ce que tout le monde leur dit, t'es nul, t'es faible, t'es moins bien, en fait. Et donc, quand je manque d'estime de moi, je vais croire que je suis moins bien. C'est tout l'inverse. En fait, si tu provoques ce harcèlement, c'est que tu as quelque chose. T'as une pépite, t'as quelque chose d'extraordinaire que les autres t'envient. Donc, une force. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut effectivement travailler, t'encourager. Donc, tout ce que vous pouvez donner comme valeur d'elle-même à votre fille, la rendre convaincue de ça, en fait, c'est une espèce d'autoprotection contre le harcèlement qu'elle va se construire et tous vos autres enfants qui vont empêcher que ça commence à arriver effectivement. Et ça, il faut qu'elle en soit intimement convaincue. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que nous, à l'époque, ça se passait à l'école. Donc l'école, le week-end, c'est fermé. Le soir, on ferme le portail. On n'était pas sur un phénomène de cyberharcèlement, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais je me dis, aujourd'hui, sur des situations de cyberharcèlement, là, c'est plus compliqué. Parce qu'une fois que c'est lancé, comment on fait pour arrêter une vague de haine qui est née comme ça sur les réseaux sociaux? Les derniers événements prouvent que c'est une catastrophe. Et souvent sur Internet, comme on a l'impression qu'il n'y a pas de possibilité d'être aidé, on se recroqueville encore plus que dans le harcèlement en ligne, parce qu'on a l'impression que personne ne peut nous aider. Il y a le 3018 qui peut être justement un service à la disposition des victimes. Et quand on est harcelé dans la sphère numérique, déjà de signaler, de bloquer le harceleur, ça peut déjà être une première barrière de protection. Et puis porter plainte dans les situations vraiment les plus graves. Et puis le 3018, il est là aussi pour aider justement ces victimes à parler, à vraiment faire état de leurs émotions et puis trouver une façon de se reconstruire, comme on l'a dit plusieurs fois là. La priorité, c'est d'en parler, surtout d'en parler, de ne pas garder ça pour soi, parce que c'est des situations où on ne peut pas trouver la solution quand on est dedans et quand on est seul. Est-ce que justement tous ces comptes qui sont utilisés et qui peuvent être susceptibles de cacher, de protéger des harceleurs, est-ce qu'on peut demander en tant que parent à les fermer ou en tout cas à les signaler? Bien sûr. Le 3018, il est là justement pour aider. On peut le faire en tant qu'individu, bien sûr, on peut se rapprocher du réseau social concerné. Le 3018, il est signaleur de confiance auprès de tous les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'en le contactant, on a d'abord la certitude d'avoir une vraie prise en charge par des psychologues, par des juristes, par des gens qui sont spécialistes et qui connaissent le sujet. Et comme on est tiers de confiance et signaleur de confiance auprès de ces réseaux, on va pouvoir faire remonter rapidement la situation et le réseau social va réagir extrêmement rapidement. En quelques minutes ou en quelques heures, on peut supprimer des contenus, faire fermer des comptes, et c'est important parce que c'est le seul endroit où on peut à la fois expliquer une situation et être sûr que cette remontée va pouvoir se faire très rapidement. Il y a plein de manières de joindre le 3018, c'est un numéro de téléphone, on peut aussi être joint par chat, et on a une application, si l'application 3018, elle est au service des victimes, et c'est un moyen extrêmement efficace justement pour faire remonter tous les éléments de preuve pour que les réseaux sociaux soient au courant, puisque c'est vrai que si on ne le signale pas, eh bien la situation elle peut perdurer très longtemps. Ce qu'il faut savoir légalement, en tout cas, c'est qu'ils ont une responsabilité légale quand ils sont au courant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tous, nous, les témoins, les jeunes, signaler. C'est la première chose à faire quand on est témoin en ligne de harcèlement. Il faut signaler au réseau social, parce qu'à partir du moment où on l'a signalé, il ne peut plus dire « je ne savais pas ». Et à partir du moment où il savait, alors là, sa responsabilité démarre. Il a un délai assez rapide où il doit supprimer, arrêter le phénomène. Et sinon, il peut effectivement, légalement, être sanctionné avec, on le voit d'ailleurs de plus en plus, des amendes sur leur pourcentage du chiffre d'affaires. Compte tenu de leur volume, c'est très important pour eux. Et ça, malheureusement, c'est la seule chose qui fonctionne, effectivement. Est-ce qu'à ce titre, un logiciel de contrôle parental installé sur le téléphone d'un des enfants peut aider à éviter que
ça arrive et prendre des copies d'écran, par exemple, de messages sur certains réseaux sociaux. Le contrôle parental ne va pas prendre de copies d'écran. Le contrôle parental, effectivement, il peut soit limiter des contenus que votre enfant va voir, il peut limiter le temps aussi qui passe, parce que c'est un vrai sujet dans l'utilisation numérique par les enfants. En revanche, effectivement, faire des captures d'écran, des screenshots, ça c'est plutôt ce qu'il faut faire quand on est victime pour avoir des preuves. Et ça, c'est vrai que le cyberharcèlement permet d'avoir des preuves du harcèlement. Et ça, c'est très différent du harcèlement classique, où c'est très difficile de prouver ce dont on est victime. En revanche, c'est pas un logiciel qui le fera malheureusement. Et puis sinon, vous avez l'application 3018, et l'application 3018, elle vous permet de garder dans un coffre-fort dans l'application justement toutes ces captures d'écran qui vont vous servir de preuve, et ensuite de l'envoyer au 3018 ou de le montrer à l'école ou de le montrer à qui de droit, et de montrer la multitude justement de commentaires ou d'insultes dont vous êtes victime qui sont effectivement du cyberharcèlement. Parce qu'aujourd'hui c'est reconnu, c'est un délit. Alors c'est un délit et c'est même une circonstance aggravante, c'est-à-dire que le cyberharcèlement est une circonstance aggravante du harcèlement. Ça veut dire que c'est plus pénalisé, et même si on est mineur, on peut effectivement être sanctionné par la justice si on est reconnu comme auteur de harcèlement. Tout à fait. Il y a très peu de condamnations. Oui. Ah tout à fait. Non mais je le dis au niveau juridique, au niveau de la loi. Quelles sont les mesures mises en place Alors, sur le plan scolaire, il y a ce qui marche, c'est le programme phare. Il y a des ambassadeurs, des professeurs ou du personnel encadrant qui sont formés, notamment les responsables de cantine, de CDI, les surveillants, et ils sont tous volontaires. Donc, quand on met en place un programme phare, c'est pas l'alpha et l'oméga, ça peut marcher. Ce qui manque, à mon sens, quid des harceleurs? Parce que pourquoi, madame, c'est vous qui avez dû partir, mais les harceleurs sont là dans ce qui vient de se passer la semaine dernière. Il y a un énorme problème autour aussi des harceleurs, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qu'on fait? Et deuxième question, la prévention. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant, à quel âge et à l'école? Parce qu'il faut que tous les enfants d'une classe d'âge entendent un message. Ça n'est pas réglé. Et maintenant, il y a ce que je vous ai montré tout à l'heure, le 3018 que vous avez utilisé avec beaucoup de facilité. Est-ce qu'on chatte? Est-ce qu'on téléphone? On tombe sur eux. Ils savent quoi répondre. Ils savent supprimer les contenus, parce que ça, c'est intenable. Et mettre au coffre-fort tout ce qui les gêne. Tout ce qui est un problème. Que parfois, ils ont initié. Parce que parfois, ils envoient des photos. Et après, ils veulent récupérer cette photo. Donc il faut aussi qu'on puisse supprimer les photos qui les gênent quand elles les gênent. C'est une erreur. Donc voilà, donc il y a les deux, mais maintenant vous avez raison, ça n'arrête pas. C'est continu. C'est l'école et hors de l'école. Et se dire que le harcèlement c'est partout. L'école a son mot à dire évidemment, mais le cadre sportif, le cadre de loisirs, il faut vraiment que ce soit une chaîne de réaction, une chaîne d'acteurs qui permettent que partout. Il y a le périscolaire, il y a la cantine, il y a effectivement tout ce qui est en dehors de l'école. La vie d'un enfant n'est pas que à l'école. Tous les lieux de vie sont concernés. Exactement, et on est aussi sur des notions, à mon sens, de citoyenneté, parce qu'à un moment donné, on doit apprendre, et l'apprendre très jeune. Le rapport aux autres qu'on a le droit d'avoir ou pas avec les gens, le respect aussi qu'on doit avoir, et puis être bienveillant, être à l'écoute, alerter, exactement comme on le ferait sur un accident de la route où on a le réflexe de prévenir les secours. On ne sait pas faire, on n'est pas formé pour faire les gestes, pour intervenir, mais on prévient ceux qui savent et eux vont venir. Et c'est la même logique sur des cas de harcèlement. Le rôle du témoin est clé. C'est vrai qu'il faut aussi aider les enfants. Et très tôt, moi je pense même que dès la dernière année de maternelle, ils peuvent être réceptifs à ce genre de discours, parce que le harcèlement peut commencer à s'installer. Moi je l'ai vu en primaire. Pour moi c'est des enfants en primaire. C'est des enfants, et pourtant il y avait tout un rouage déjà bien organisé. Et ce qui est curieux, c'est que la jeune fille qui avait installé cette situation, quand j'ai discuté avec elle, m'a dit qu'en fait, elle-même avait été harcelée dans les années précédentes. Et c'est là aussi où il faut travailler ce profil du harcelé, parce que le harcelé ne doit pas devenir un harceleur. Il y a vraiment un travail aussi à faire par rapport à ça. Pour remonter à ce que disait Brigitte Macron, c'est le fait qu'on a trop l'impression aujourd'hui que ça se règle encore entre enfants. C'est à eux de trouver les solutions, c'est à eux de se transformer, c'est à eux, etc. Et que c'est un peu les enfants qui font la loi dans un monde pourtant qui est censé être cadré et encadré par des parents, donc, et des adultes, des professionnels. Et donc ça, il y a une vraie défaillance encore sur laquelle il faut travailler. Tout à fait. En tout cas, merci pour cette application 3018 que je communiquerai autour de moi si besoin. Et voilà, j'espère que ça aidera à faire bouger les choses. Merci beaucoup. Merci Olivier, à vous. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Merci.